Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube de Comics Initiative. Aujourd'hui, je vais vous proposer de parler d'une chaîne YouTube que j'aime beaucoup, qui s'appelle Le Fils de Bulle, et notamment réagir à une vidéo qu'il a sortie il y a quelques jours, semaines même maintenant, autour du marché du livre et que je trouvais intéressant de partager ensemble parce que je trouve qu'il y a entre guillemets, un angle de vue qui est hyper intéressant, qu'il me semblait bon de partager avec vous. Allez hop, c'est parti, on va regarder ça et réagir s'il y a besoin. Cette chaîne est financée par son public via Tipeee. Rejoignez l'aventure. N'hésitez pas, Salut vous à allez voir le toutes et à boulot tous, est quali. c'est le Fils de Bulle. Comment un livre, en l'occurrence une BD, parvient du bureau de l'artiste jusque dans les mains de ses lecteurs. Là, normalement, il y a deux acteurs qui vous viennent en tête. L'éditeur et le libraire. Et moi. L'éditeur, c'est celui qui transforme un projet en objet physique. Il s'occupe entre autres d'aiguiller l'auteur, de mettre en page son projet et de faire en sorte qu'il soit fabriqué puis mis en vente sur le circuit du livre. Le libraire, c'est celui qui vend les livres aux particuliers, aux gens comme vous et moi. Il dispose d'un local dans lequel il présente des livres. Il met les nouveautés en avant, se constitue un fond de rayon pour rendre disponibles des livres qu'il juge important d'avoir, et il conseille les clients sur quels livres acheter selon leurs envies, leurs besoins et leur profil. Jusqu'ici, rien à dire, c'est concret. Un des problèmes actuels du marché du livre, c'est la surproduction des ouvrages. Il y a trop de nouveautés tout le temps. Le public ne peut plus suivre. La durée de vie des titres en rayon baisse. C'est un renouvellement permanent. Aujourd'hui, par rapport à il y a quelques années, il faut voir que la durée de vie d'un livre, elle est inférieure à une semaine. On parle de 5 jours pour des titres qui, finalement, ont une mise en place plutôt correcte, des fois moins, c'est-à-dire qu'à peine une demi-journée, le livre est arrivé chez un libraire, il va presque finir direct rangé dans une étagère. Donc il y a quand même pas mal effectivement de points négatifs ces dernières années sur la possibilité de découvrir des œuvres. Et ça fait partie, entre guillemets, de ce sombre milieu. À qui la faute? Aux autoristes trop nombreux qui veulent tous leur quart d'heure de gloire? Aux éditeurs qui augmentent leur rythme de production dans l'espoir de maximiser leurs chances de faire naître un best-seller? Aux libraires qui ne veulent que des livres rentables et qui commandent autant qu'ils retournent? Ça, c'est un point qui est hyper intéressant, c'est la partie distribution, avec les librairies qui aujourd'hui, pour moi, en tout cas selon moi, présentent des failles en fait dans le système aujourd'hui culturel. On en reparle. Qui profite le crime? Eh ben, un livre ne parvient pas tout seul du bureau de l'éditeur au carton du libraire. Pour passer de l'un à l'autre, il faut bien que quelqu'un l'y ait déplacé, les transporter. Et c'est ici que se situe le nœud du problème. Cette vidéo s'appuie sur le travail du collectif Débordé Bolloré, ainsi que sur ce livre ou encore celui-ci. Vous retrouverez toutes les sources en description. Générique. Ça, c'est vachement bien, toujours sourcé. C'est une démarche qui est réellement journalistique. Allez, on se fait le petit générique. Oh, les beaux dessins que t'as fait des beaux dessins. Astérix, c'est pas l'archer de Thomas. Lisez des BD, faites je ne sais quoi, mais... La BD n'est plus ce qu'elle était. Un truc d'une rare indigence et d'une médiocrité inouïe. J'ai horreur de ça. J'ai envie de faire de la bande dessinée, t'en fais ça. Blouf, blouf, blaouf, du très grand art. Pour qu'une nouveauté atterrisse sur les tables des libraires, elle a besoin de deux acteurs essentiels, le diffuseur et le distributeur. Le diffuseur, c'est celui qui va vendre les livres aux libraires. Là où je travaille, nous recevons régulièrement, en fait, toutes les semaines, quasiment tous les jours, différents représentants venant nous présenter les nouveautés des mois à venir. Nous travaillons ensemble le programme pour convenir de quels livres nous allons commander et en quelle quantité. C'est aussi à ce moment-là que nous pouvons discuter des marges qu'ils nous laissent sur les ventes, selon certaines conditions, comme le fait de commander telle quantité de tel ouvrage. Là, ça peut être intéressant d'évoquer deux choses. Tout d'abord, le fait qu'on travaille de plus en plus en amont avec un partenaire. Donc, moi, en tant qu'éditeur, je travaille avec en tout cas un diffuseur et distributeur qui est le même, qui est indépendant, qui s'appelle Dodd et compagnie, qui, comme toutes les autres sociétés de ce domaine, va nous demander en fait des programmes de parution, mais plusieurs mois à l'avance. Et là, en l'occurrence, vous voyez, au moment où j'enregistre la vidéo, nous sommes le 11 mai. Et en l'occurrence, on nous demande le programme pour octobre, novembre et décembre 2026. Toujours très, très en amont, sachant qu'il y a des paramètres aussi qui nous manquent parfois. C'est-à-dire que, par exemple,
début mai, on ne sait toujours pas combien d'albums je vais avoir besoin d'imprimer pour un titre qui sort en juillet. Donc, petit système qui balbutie un petit peu. Et en tout cas, cette donne est à prendre en compte dans le sens où, par exemple, pour une structure comme Comics Initiative, c'est réfléchir très très longtemps en avance. Ça veut dire aussi qu'il faut réfléchir, et ça, c'est jamais négatif, mais c'est plutôt le côté où il va falloir penser des projets alors qu'on n'est même pas sûr qu'ils aient le temps d'être prêts, des fois même pas le temps d'être lancés, notamment à travers notre système qui est toujours de proposer un Ulule avant la mise en place et l'arrivée du livre en librairie. Donc tous ces éléments-là font que il faut vraiment, on va dire, se remuer les méninges pour pouvoir y arriver. Et l'autre partie qu'évoque le Fils de Bulle, c'est qu'effectivement, lors de la phase de diffusion, il y a en gros des remises qui sont effectuées sur le prix du livre par rapport au libraire. Hein. Il n'y a pas normalement de secret de polichinelle. En général, c'est vrai que certains libraires vont avoir 30% de remise sur le prix du livre. D'autres qui en commandent plus ont de très bons rapports avec le diffuseur, vont avoir une remise plus importante, jusqu'à 40%, ce genre de choses. Et certains autres, comme par exemple Amazon, ont un poids de négociation beaucoup plus lourd, qui fait qu'ils peuvent avoir des remises dépassant allègrement les 40%, et lorgnant parfois même jusqu'à 50%. Enfin bon, c'est un autre débat. Donc effectivement, plus on prend de livres quand on est libraire, plus forcément, je dirais, le commercial vous fait une remise, puisqu'après tout, la diffusion est un acte commercial. Le diffuseur gère un catalogue de plusieurs éditeurs. Par exemple, notre représentant MDS gère tout autant le catalogue d'Urban Comics que celui de Dupuis ou de Dargaud. La marchandise, tu l'as? Oui, j'ai là. Le distributeur, c'est celui qui gère la logistique du transport des livres. C'est lui qui va facturer et préparer les commandes, stocker les fonds et les invendus et bien sûr, transporter concrètement un livre d'un bout à l'autre de la chaîne du livre. Et ce, dans les deux sens, car les libraires ont deux pouvoirs. Premièrement, celui de pouvoir commander des livres et de se les faire livrer en temps et en heure, notamment les nouveautés. Et deuxièmement, celui de pouvoir renvoyer à l'éditeur les titres qui ne se sont pas vendus. Ce droit de retour est essentiel dans le système actuel, car les librairies ne sont pas des lieux extensibles, ce sont des surfaces définies, capables de n'accueillir qu'un nombre défini de livres. Là, c'est important de préciser, par exemple, que le système qui est évoqué dans la vidéo, c'est pas un système qui existe depuis le départ, en fait. C'est presque une exception dans le commerce, en fait, notamment en France, où les libraires peuvent commander, comme il le dit si bien. Admettons, ils commandent 10 livres, ils n'en vendent qu'un seul, puis finalement, ils se disent qu'ils sont un petit peu trompés sur la quantité, ils vont en garder un seul en rayon et renvoyer les 10 livres. Les 8 autres livres, sur les 10 initiaux, initialement commandés. Ce qui pose réellement souci là-dedans, c'est que ce jeu d'aller-retour, c'est un jeu forcément qui joue sur la production du nombre de livres et aussi sur un jeu de trésorerie. Mais la chose qui est intéressante à savoir, c'est que ce système de retour qui existe maintenant depuis quand même au minimum une bonne quinzaine d'années, c'est quelque chose qui n'était pas en place et qui, entre guillemets, a été instauré par, on va dire, les grosses structures de diffusion-distribution qui ont, pour le coup, imposé ça, on va dire, à toute la chaîne, au grand plaisir des libraires qui, pour le coup, je dirais, se retrouvaient avec moins de stock. C'est toujours intéressant, et puis finalement, un investissement moins grand, en disant que si on se rate, pour le coup, on peut se rattraper en renvoyant des livres, finalement, qu'on ne garde pas. C'est une chose qui est assujetti pour moi à de fortes réflexions, notamment le fait qu'en faisant ça, effectivement, on appauvrit un peu plus les acteurs initiaux, qui sont les maisons d'édition, forcément les auteurs et les autrices. Donc, ça fait partie d'une réflexion qui est plus large et qui, à mon sens, va dans un sens d'ultra-capitalisation de la branche, qui est celle de la librairie, et qui, je crois, va être évoquée. Après, on va voir ça. S'ils devaient attendre d'avoir vendu tout leur stock avant de pouvoir commander à nouveau, cela aurait deux conséquences. Soit les librairies seraient incapables de suivre le flux de nouveautés, faute de place, soit ils devraient commander moins et donc condamner certaines nouveautés moins rentables à mourir dès leur impression. D'un autre côté, le problème, c'est qu'un livre retourné à l'éditeur, c'est un livre qui a coûté de l'argent à l'éditeur et qui ne va rien lui rapporter, alors même qu'il a été édité. Et ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que l'éditeur, dans la part qui lui est reversée sur le livre,
en gros un tiers pour faire simple, du prix du livre, va reverser sur cette partie-là les droits, d'auteur, les droits d'impression, en tout cas des segments qui sont ultra importants et qui sans les auteurs et sans l'impression, il y aurait pas de livre. Donc voilà. Diffusé et distribué. Et ça, le distributeur, c'est pas son problème. En fait, c'est même son gagne-pain. Peu importe qu'un livre se vende ou non. De toute façon, le distributeur est payé pour transporter la marchandise. Aller et retour. Et aussi pour stocker les invendus ou bien pour les envoyer au pilon, c'est-à-dire pour les détruire. Ça aussi, je pense que on en parlera dans une vidéo un peu plus dédiée. Le pilon, c'est un process qui est assez effrayant, et qui a été réellement instauré pareil par de grosses structures, de manière un peu historique et automatique. D'ailleurs, on considère qu'un tiers de la production de livres va terminer au pilon. Un tiers. Mais c'est pas grave. Détruire, transporter, stocker, c'est justement le business du distributeur. D'une certaine façon, tout ça, ça l'arrange. Quand un libraire envoie un livre à l'éditeur via le distributeur, il n'est pas remboursé. Il obtient un avoir pour sa prochaine commande. L'éditeur, de son côté, acquiert une dette envers son distributeur. Voilà comment le distributeur se gaffe sur un cercle vicieux. Il endette les éditeurs et fait crédit aux libraires. En conséquence de quoi, pour rembourser sa dette, l'éditeur est obligé de produire encore et encore, espérant pouvoir rembourser ses dettes en s'endettant toujours plus. C'est complètement vrai. C'est totalement juste. L'analyse est vraiment là, c'est-à-dire que si on ne nourrit pas la machine, au bout d'un moment, on tient pas. Voilà. Et j'ai envie de dire, ça fait partie du jeu, effectivement, qui est ce «business» entre guillemets de la mise en place en librairie. Mais pour autant, la grande force, c'est aussi de savoir quel titre on met en place et aussi le volume que l'on met en place en librairie. Donc il y a vraiment plein de petites ficelles à manipuler pour pouvoir essayer de tenir le plus longtemps possible. Et en conséquence de quoi, le libraire commande toujours plus pour utiliser son crédit et ne pas perdre d'argent. Nous le verrons plus tard en détail dans cette vidéo, ce système ne profite ni vraiment aux libraires, ni vraiment aux éditeurs. Alléluia. Non, puis surtout une chose qui est intéressante à noter, c'est que, à ma connaissance, c'est vraiment le seul acteur sur le marché qui gagne à chaque étape. On envoie, on gagne, on fait des retours, on gagne, on stocke, on gagne encore. Donc il y a vraiment une chose qui est à retenir de tout ça, c'est vraiment l'importance de cet acteur-là dans le métier du livre, qui est le diffuseur-distributeur, qui forcément remplit sa tâche, qui n'est pas une tâche liée à la passion, mais on va dire au livre en soi. On parle basiquement de produits. Voilà, c'est peut-être la chose à retenir. Ce que vous comprenez d'ores et déjà, c'est que ce système avantage clairement le distributeur, qui se fait de l'argent sur les livres, qu'ils se vendent ou non. Notons d'ailleurs que bien souvent, le diffuseur est géré par la même boîte que le distributeur. Il peut ainsi insister auprès des libraires pour augmenter le volume des livres commandés. Si le livre se vend bien, la boîte prend sa commission en tant que diffuseur, et si le livre ne se vend pas et qu'il est retourné, la boîte en profite quand même en tant que distributeur. Une chose qui est à noter en complément de ce que dit le fils de Bulle, c'est que sur la partie diffusion-distribution, ce qui est intéressant de voir, c'est que ce sont souvent le même interlocuteur. Alors des fois, on peut mixer en ayant un diffuseur d'un côté et un distributeur autre de l'autre côté. Mais ce qui est intéressant à savoir, c'est que ces sociétés qui gagnent de l'argent, au bout d'un moment, elles se nourrissent des livres que les éditeurs leur envoient. Et aujourd'hui, les principales maisons d'édition sur le marché ont leur propre maison d'édition. Alors, on pense à Dargaud, Dupuis, Urban, Cana, ça c'est le groupe Média Participation, il y a MDS, Delcourt, il y avait Del Sol par exemple, Hachette, évidemment. Il y a plein de grosses structures, de grosses maisons d'édition qui à un moment, en fait, peu importe la qualité des ouvrages qu'ils pourraient envoyer, ça ne veut pas dire que ce sont des mauvais livres, hein, mais en tout cas, peu importe ce qu'ils envoient en livre, plus ils en envoient, plus potentiellement il y a de retours. Si potentiellement il y a des retours, ça veut dire qu'ils gagnent encore des sous, surtout s'ils sont eux-mêmes leurs propres diffuseurs et distributeurs. Il y a cette étape qui est intéressante pour les très grosses structures, c'est cette espèce de concentration d'activité qui permet de durer, tout comme certaines maisons d'édition vont aussi, par exemple, acquérir des stocks de papier pour négocier directement ensuite
un papier à coût optimisé auprès de leur imprimeur. Voilà, c'est des choses à prendre en compte et à savoir aussi. Et si le libraire refuse de jouer le jeu, bah on sucre un peu plus ses marges. Et évidemment, le problème ne s'arrête pas là. Pour comprendre l'ampleur du phénomène, il faut bien avoir à l'esprit que chaque maison d'édition qui souhaite apparaître dans les rayons d'une librairie doit passer par un diffuseur-distributeur. Ces derniers sont donc les maîtres incontestés du marché du livre. Et le constat est alarmant. Ces dernières années, la concentration des maisons d'édition entre les mains d'un petit groupe d'acteurs s'est intensifiée et la tendance n'est pas prête de s'inverser. Pour le dire de façon simple, un petit nombre de financiers et d'industriels détiennent les 3/4 des entreprises du monde du livre. Si ce n'est plus. Ces diffuseurs-distributeurs, pour la plupart, appartiennent eux-mêmes à de plus grands groupes d'édition. Le monde du livre s'organise alors en différents conglomérats, chacun possédé par des milliardaires ou financiers différents. Même les maisons d'édition indépendantes, c'est-à-dire celles qui n'appartiennent pas à un gros groupe, finissent par perdre ce statut valorisant. Glénat, par exemple, est techniquement un éditeur indépendant. C'est une maison assez forte pour se diffuser elle-même, c'est-à-dire pour envoyer des représentants en librairie parler de son catalogue aux libraires. Par contre, elle n'a pas les capacités de se distribuer elle-même et dépend donc du groupe Hachette d'un point de vue logistique. Hachette qui est justement le leader incontesté du marché, le plus gros conglomérat du livre en Europe. Et Hachette, on voit la photo, pile poil, c'est évidemment Vincent Bolloré qui a racheté le groupe Hachette, enfin en tout cas qui a pris énormément d'actions au point de devenir majoritaire dans le groupe Hachette il y a seulement quelques années, puisqu'avant, de mémoire, il était chez Editis et il n'a pas pu garder les deux. Et il appartient au fameux Vincent Bolloré. Il détient quasiment à lui seul la moitié des maisons d'édition du pays, de Larousse à Stock en passant par le Guide du Routard. En matière de BD, il possède Albert René, la maison d'édition d'Astérix, Pika, Mangetsu ou encore Marabule. Mais Hachette est à la fois une maison d'édition et un distributeur, le premier de France. Il distribue à la fois ses propres titres et ceux d'une grande partie du monde du livre, ceux de Bambou, Fluide Glacial, Glénat ou encore les humanoïdes associés en bande dessinée. Sa stature de leader du marché lui permet d'imposer ses conditions au groupe qu'il distribue. Je vous en... Pour Comics Initiative, à un moment, il a été question effectivement d'échanger avec un diffuseur qui était distribué par Hachette. C'est vrai que lorsque on est passé de l'entreprise Macassar à Dodd et compagnie, donc il y a maintenant presque un an, au mois de juillet, on s'est réellement, moi je me suis réellement posé la question de savoir s'il n'y avait pas un choix à faire, un moment de rester dans, on va dire, un groupe qui reste humain, en tout cas taille humaine, et qui n'est pas dépendante d'un milliardaire aux intentions peu louables, en tout cas à mes yeux, ou alors au contraire vraiment éviter tout ça à tout prix. Donc en tout cas, j'ai pris l'option indépendant avec mon diffuseur-distributeur qui n'a pas la force de frappe d'Hachette, c'est une évidence, qui n'a pas tout ça, mais qui est plein de bonne volonté et dont l'objectif d'aller vers plus de bandes dessinées, notamment dans son réseau, est quelque chose qui en tout cas nous parlait. Voilà. On dit pas plus, étant donné que l'entièreté du prochain chapitre de la vidéo va être consacrée à Hachette et à son empereur Vincent Bolloré. Le groupe Editis, co-leader du marché, propriété de Daniel Kretensky, détient le distributeur Interforum, et donc les maisons des arènes Nathan ou bien Robert Laffont. Kretensky qui possède aussi par ailleurs Marianne, Télé 7 jours entre autres. Editis vient tout juste d'ailleurs de racheter le groupe Delcourt et force cette année pour acquérir la Fnac. Média Participation, leader européen de la bande dessinée, distribue ses catalogues via MDS. Il appartient à Vincent Montagne via Média Participation. Urban Comics, Dargo, Cana, Dupuis, Le Lombard, tout ça, c'est eux. La famille Gallimard enfin possède le groupe Madrigal et ses diffuseurs-distributeurs Flammarion et Sodis. Cela concerne entre autres Casterman, Sarbacane et Futuropolis. Et le reste, les petites maisons genre l'employé du mois, l'association et tout ça, chez les petits distributeurs comme Belles Lettres qui sont loin d'avoir la force de frappe des grands groupes que nous venons de citer. À vrai dire, la plupart ne sont même pas diffusés en grande surface culturelle. Vous allez me dire, et alors, ça fait quoi que des grands groupes contrôlent le marché ? Ça c'est une bonne question ça. Pour le savoir, tournons-nous vers le cas Hachette Bolloré. Bon, je suis pas sûr qu'on va continuer à regarder la vidéo, puis on regardera une deuxième partie, parce que là, ça commence à être un petit peu long. En tout cas, non. Là où il y a, en tout cas, une chose hyper intéressante dans la vidéo du Fils de Bulle, c'est qu'effectivement, le fait que le marché du livre est en crise vient de plusieurs paramètres, dont notamment cette hyper-concentration, ce manque de diversité aussi, qui est ensuite représenté et visible, en fait, dans les librairies. Alors,
Pour parler, bande dessinée, effectivement, on sait très bien que certains titres participent, activement, on va dire aux besoins financiers d'une librairie en se vendant assez facilement, hein. J'ai envie de dire, un Astérix, c'est un vrai coup de cœur en général, de beaucoup de caisses enregistreuses, hein, puisque, bah, forcément, la licence est populaire et fonctionne bien, peu importe, la qualité, du bouquin. En réalité, on est sur quelque chose qui se vend automatiquement. Là où, bah, par exemple, certains de nos bouquins, sont difficilement visibles. Je parle de Comics Initiative, mais il y a plein d'autres maisons d'édition dans le domaine, qui, bah, vont se retrouver un petit peu mis de côté. Voilà, ce qui est, en soi un petit peu dommage parce que, bah, soit les libraires n'en prennent pas, soit n'en prennent qu'1 ou 2 exemplaires ou peut-être tout simplement n'ont même pas le temps d'essayer de découvrir nos livres qu'ils sont déjà vendus, donc ça c'est cool, ou qu'ils les renvoient, ça c'est moins cool. Mais en tout cas voilà, c'est, cette concentration, cette prédominance, on va dire, des gros groupes fait que, heu, ça participe aisément au côté, crise du marché. On est aujourd'hui sur un domaine où, finalement se différencier en librairie, c'est peut-être aussi s'écarter un petit peu de ce qu'on va retrouver, bah, on va dire, servi, tous les jours, au sein de ces grosses structures. En tout cas, ne serait-ce que d'un point de vue renouvellement culturel ou de propositions originales ou différentes. En tout cas, voilà, c'est des choses qui en tout cas peuvent apporter. Je vous invite vraiment à aller voir les vidéos du Fils de Bulle, c'est hyper intéressant. Il y a un vrai angle de vue, un point de vue très posé, c'est argumenté, puis c'est super bien fait, voilà. Donc, moi je suis abonné à cette chaîne, depuis, plusieurs années. N'hésitez pas à y aller. C'est bien foutu. Tiens, d'ailleurs, je balancerai le lien direct sur la vidéo complète, durant le générique de fin, de cette vidéo. Puis, bah, écoutez, on verra si on fait un réac sur une autre partie du Fils de Bulle ou pas. Voilà, allez, à plus, ciao.